Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gilles. Gilles, il est complètement fou. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un génie aussi. Qui pourrait fabriquer une cocotte minute de 30 000 chevaux hein, sur une base de mobilette. Bon, on part à sa rencontre, on part dans l'univers du Dragster une fois que vous serez abonné. Salut Gilles. Salut Cyril. Ça commence bien l'interview. Tu coupes ou pas? On va la refaire, voilà. Bon alors, Cyril, c'est pas Georges, hein, c'est sûr. Moi c'est Cyril, je n'ai pas changé de nom jusqu'à présent. Donc Gilles et Billy. Voilà, ouais. Toi tu es le fondateur de Drag Mob. Voilà. Depuis le début. Depuis le début, oui. Et Billy, du coup, tu interviens dans quoi? C'est comment t'es arrivé ici? Ah bah lui, c'est le plus jeune, hein, lui. Hein. Donc c'est plus en récent. En même temps, ça se voit. Hein. Tu m'aurais dit l'inverse. Espèce de salaud. Je peux pas être désagréable. Tiens, laisse tourner. Je vais chercher les gants de boxe. Ça va le finir, cette interview. Ouais. Personne ne saura quoi que ce soit sur le sujet. Oui, il parlait de quoi au départ? Ah ouais, merde, on en était où? Comment on en arrive? C'est quand même complètement fou cette histoire, comment on en arrive à fabriquer des dragsters? Quand t'es dans la zone, et puis t'as qu'une mobilette. T'es de banlieue parisienne au départ, hein, c'est ça? Ouais, ouais. À Vitry-sur-Seine. D'accord, ok. Et donc forcément, t'as envie de faire des choses. Alors soit tu te cantonnes et tu restes fataliste et tu te dis, bon bah tant pis, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ouais. Ou soit tu te dis, mais pourquoi j'aurais pas le droit? Et pourquoi que mes potes, ils auraient pas le droit? Donc passionné de mobilette au départ? Passionné de mobilette, c'est pour ça que ça s'appelle Drag Mob, Dragster Mobilette. Hein. Et donc avec ces mobilettes-là, on a fait des engins qui allaient de plus en plus vite. Ouais. Donc tu peux voir ici, cette mobilette-là, c'est l'une des premières, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Une des premières naissant un MBK 51, ça c'est facile, voilà. C'est marqué dessus. Avec un moteur donc de cross, ouais. En 125, boîte découpée. Ouais. Et puis le variateur, tout transformé maison, embrayage à sec, pour pouvoir faire des démarrages version Dragster. Ouais. Et puis à partir de là, tu vois, t'as les autres derrière, ça prend naissance. T'as celle-là qui est dans le livre des records, en 87. Carrément. Ouais. 210 km/h, après elle a fait 230, mais non officialisé, puisqu'il fallait le faire 2 fois. Et donc celle-là, c'est un 250 avec protoxyde d'azote. Et puis après, tu as celle-là en 350, version TZ, où là, celle-là, elle est allée encore beaucoup plus vite. Alors là, on est sur les 3 qui sont accrochés, c'est que des 51 au départ? Non, 41. 41, sans amortisseur. D'accord, un peu plus vieux alors. C'est plus ça, vieux. Hein, ouais. Ouais. Alors attends, parce que tu as commencé, donc tu avais... 14 ans déjà, tu vois. Ouais. Donc je m'imaginais toujours avoir une mobilette et battre des records du monde, je me disais pourquoi pas. Mais depuis tout petit, j'avais autre chose en tête. J'avais la mobilette avec un réacteur. Ça, déjà ado, tu pensais à ça? Ah oui, mais bien avant, même Moom. Ah ouais. À chaque fois que j'écoutais un avion, mais j'avais pas la notion de quoi que ce soit. Je me disais, c'est magnifique le bruit d'un réacteur, ça sur une mob, ça serait génial. Mais c'est tout, ça s'est arrêté là. C'est complètement fou, mais ouais, c'est complètement fou comme idée, déjà si jeune. Oui, pourquoi pas, oui. Ah c'est pas banal comme rêve d'enfant, quoi, ça change. Oui, voilà, c'est ça, chacun son truc. Je pensais donc à ça. Et puis ça s'est arrêté là, c'est resté toujours en stand-by, mais tout le temps, j'avais cette espèce de délire qui revenait. Et donc, tu continues avec tes mobilettes, être le plus rapide de ta cité, par exemple, ou 2-3 bricoles, et puis t'y vas. Et puis en 1981, ouais c'est ça, 81, Festival de Dragster au Mans. Et donc j'entends parler de ça. Alors je me dis, tiens, faut aller voir. Et là, quand j'ai vu ce que c'était que le monde du Dragster, ça m'a mis un coup énorme. Mais ça se maîtrisait encore. Ouais. J'ai dit, pour nous, c'est quoi en fin de compte un Dragster? Ça veut pas dire grand-chose. C'est un véhicule peut-être de base, qui est peut-être pas super performant, mais qui peut le devenir. Et donc, une mobilette qui est faite pour rouler à 45 km/h, et d'un seul coup va atteindre les plus de 200 km/h, comme je disais avec mes potes de la zone, si ça, c'est pas des Dragsters. Je comprends rien, quoi. Alors, on va se lancer dans l'aventure. Et en 1983, au Mans, il y a Bruno Donati qui est venu avec un jet car, donc une voiture avec un moteur d'avion de chasse dedans, ouais. Et il m'a foutu les neurones en l'air. Mais alors lui, ça a été...
Et là, c'était une vraie révélation. Tu l'as rencontré directement ou c'est le fait Alors d'avoir vu non, parce qu'il parle, je pense pas qu'il parlait le français. Et j'ai dit, à partir de là, maintenant, je penserai plus qu'à la réaction. À tous les engins à réaction. Et c'est devenu une folie, quoi. Donc, tu as commencé à fabriquer. Alors, tu modifiais déjà tes mobylettes pour gagner un peu de puissance. Oui. Et à quel moment tu t'es dit, il faut vraiment que j'aille beaucoup plus loin dans la modification? J'imagine que tu avais fait comme beaucoup de gens, modifier les échappements, les culasses, les machins, de la préparation plutôt classique. À quel moment tu as dévié, tu t'es pété un boulon en te disant, il faut que je rajoute des choses sur le moteur, mais qui ne sont pas du tout conventionnelles? Alors, parce que justement, je pensais qu'à la réaction, je me suis dit, il faut trouver des autres solutions. Le moteur à piston, bon, bah, souvent ça cassait, il fallait des finances et on les avait pas. Donc j'ai dit à un de mes potes, un ancien, j'ai dit, écoute, mon père m'a expliqué très souvent que sur les cocottes minutes, des fois ça arrivait que les couvercles sautent, à l'époque, et ça passe le bacula là-haut, les plafonds. C'est vrai. Je me suis dit, putain, mais c'est qu'il y a une énergie terrible. Alors j'en parle avec mon pote, et puis il me dit, ouais, mais tu vas en venir où? Bah, je dis, imagine si cette énergie, on la canalise comme un ballon de baudruche, mais le ballon, lui, il part dans tous les sens. Déjà, ça gigote derrière. Je me suis dit, si on canalise bien cette énergie, on pourrait peut-être obtenir un résultat. Alors il me dit, oui, qu'est-ce qu'il faudrait? Et moi, dans ma cave, et les ferrailleurs, j'ai toujours été dans le monde de la ferraille, et il dit, tiens, je vais voir cette cave-là, puis regarde, je pense qu'on va essayer de trouver une cuve, une vanne, un machin, c'est tout ce qu'il faut pour chauffer. Et on a fait un chariot, et on va essayer ça. Donc on a fait le chariot, on a chauffé tant bien que mal avec un brûleur à gaz, mais ça chauffait pas terrible, mais bon, peu importe, ça a chauffé. Et puis je dis, bon, bah écoute, demain on fera autre chose, un autre système de chauffe, et là on va ouvrir le chariot. Et dans la cave, dans les couloirs de la cave, le chariot est parti, il est rentré dans le mur. Donc du coup, le lendemain, on était super motivés. Et du coup, ben voilà comment est venu les points de départ de la base de la réaction. Mais vraiment de la base de la réaction. Et après, j'ai parcouru la France entière pour rencontrer des tas de gens au niveau turbo-réaction. Mais c'était très compliqué. Et en plus, bah, t'es pas crédible. Et on n'est pas aux États-Unis. T'as fait quel âge quand tu t'as commencé à ce parcours à Alors déplacer là, quand j'ai commencé à prendre la route et à casser tous mes moteurs sur mes bagnoles, à force de rouler partout, j'avais 18 ans, quoi. Ah ouais, Ouais. Donc tu restais jeune quand même pour te mettre à fond dedans, quoi. Ah oui. Après, de toute façon, après, c'était vraiment... je pensais plus qu'à ça, tu vois. La réaction, j'y pensais aussi. Mais par contre, c'est en 83 où là, réellement, là, j'ai dit, maintenant, c'est fini. Là, à 23 ans, c'était plus que ça. Tu dis quoi à tes parents à cet âge-là quand tu dis je vais faire que du dragster? Ah, une mère, hein, comme toutes les autres, s'inquiète, hein. Logique. Hein. Ouais, mais là, on peut le comprendre. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Mais bon, c'est à travers les échecs qu'on grandit, hein, on en est tous là. Et donc, du coup, ça m'a permis de persister. Et puis, aller voir des pontes dans le monde de l'aéronautique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les noms de l'aéronautique parce que je ne peux pas. Et convaincre des gens. Et du coup, ça m'a permis d'avoir certaines pièces et de les transformer. Comme par exemple avec des bouts de chars d'assaut et des bouts d'hélicoptères, faire des mini-réacteurs, des choses comme ça, quoi. Et après, du coup, ben, quand tu deviens un peu plus crédible, eh bien, tu peux obtenir encore un petit peu plus. Mais ça aura mis 20 ans. Hein, D'accord. Pour vraiment obtenir beaucoup plus de choses. Ça aurait été très long. Surtout en France. Donc déjà maîtrise de la mécanique au départ, parce que c'est un peu la base. Et après, il a fallu que tu te spécialises sur tous ces systèmes aéronautiques, en fait. Tous ces systèmes de propulsion, il faut les découvrir, les apprendre. Choses qui sont au départ pas du tout accessibles. Oui. À part peut-être faire une école spécialement dans tu fais beaucoup d'expériences. Beaucoup d'expériences sur la réaction avec des turbines, des bouts de morceaux, des bouts de machin. T'essayais ça dans ta cave? Tout ça dans la cave, à l'époque. Bah oui, t'as pas d'argent, t'as rien. C'est fou. Non, parce que comme ça, moi, d'un point de vue extérieur, et je pense comme beaucoup de gens, on peut s'imaginer que c'est juste inaccessible. Enfin, ça paraît essayer de faire des choses comme ça en réaction. Enfin, Alors, en réaction, il y a deux mondes. Il y a la base de la réaction, comme je t'ai dit, avec une cuve, de l'eau et machin. Ensuite, après, pour se rapprocher de la turbo-réaction, ce véhicule-là. Alors, je ne sais pas si celui-là, tu peux te tourner. Ça, du coup, c'est pas ton premier. Il y en a eu avant. Ce que je t'expliquais, des turbocompresseurs, c'est des choses qui sont possibles à trouver. Et donc, il y a 40 ans de ça. Ça, c'est des turbocompresseurs classiques, on va dire? Oui, c'est des turbocompresseurs que tu peux retrouver sur des cars,
Ouais. Sur des Cessna aussi, sur des avions, tu vois. Oh, ils sont quand même assez balèzes quand même. C'est pas sur une Ouais, il y a un voiture, peu plus gros. Hein. Regarde, il y en a Ouais. un autre qui est encore un peu plus gros là-dessous, là où il y a marqué Motor École. Beaucoup plus gros celui-là. D'accord, on le voit là-bas, ouais. Celui-là, c'est un engin, celui-là. Et c'est là qu'il y a une quarantaine d'années, déjà, avant tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas transformer un turbocompresseur en turbine à réaction. Ouais. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça s'est démocratisé aujourd'hui, on en voit beaucoup, parce que la base d'un turbocompresseur, il y a un compresseur et une turbine, et on peut le transformer en turbine à réaction. D'accord. Et donc cette mobilette, elle a été complètement transformée dans une cave de HLM. Alors il y a 3 turbocompresseurs transformés en turbine à réaction. Et dessus, il y a la post-combustion, mais on décomposait aussi du peroxyde d'hydrogène pour que les vitesses d'éjection soient plus grandes. Parce que comme je t'expliquais, en général, les turbocompresseurs ont des turbines centripètes avec des vitesses d'éjection plus lentes. Ouais. Et comme c'est trop lent, il faut impérativement accélérer les gaz pour pouvoir pousser plus fort. C'est les deux résultantes. Ça, c'était dans ce projet-là, c'était l'objectif premier, d'accélérer les gaz en sortie. Ah oui, pour obtenir un résultat. Okay. Parce que là, il n'y avait pas assez de résultats. D'accord. Et donc, en fin de compte, tout ce qui est réacteur, c'est le débit massique. C'est-à-dire, plus tu rejettes quelque chose de lourd, plus ça pousse fort. D'accord. Mais si aussi, ce que tu rejettes, tu l'éjectes à une très très grande vitesse, aussi ça pousse plus fort. C'est pour ça que la post-combustion, au moment où ça s'allume, tu vois l'engin qui cherche qu'à foutre plus de camp, tu vois. D'accord. Et la post-combustion réchauffe les gaz derrière, et plus il y a de chaleur derrière, plus les gaz sortent vite. Okay. C'est une résultante comme ça. Et donc sur ce modèle en particulier, tu as une anecdote assez incroyable de la première fois que tu l'as exposé pour faire un essai, pour démontrer que ça marchait. Au salon de Limoges. Personne croyait en ce système. À la mobilette à réaction. Ouais. Et forcément, quand ça a démarré dans le salon, les sceptiques, c'était vraiment peut-être le plus grand public, parce qu'il était vraiment subjugué, quoi. Et là, il y avait la flamme dedans, à l'intérieur du salon. Enfin bon, ça a été l'apocalypse là-dedans, c'était rigolo. Donc tu avais mis un sacré bazar du coup dans le salon. Ouais. Un sacré bazar. Même les mecs qui vendaient leurs frites saucisses et compagnie, tout le kérosène là-dedans. On a foutu le bordel, c'est vrai. Parce qu'ils t'ont On n'a pas toujours été sérieux. Ils t'ont laissé faire l'essai, mais à l'intérieur. À l'intérieur, oui. À un moment donné, d'ailleurs, on voit la fumée qui s'est accumulée au plafond. Et comme je te disais, les lampes, elles descendent au moins entre 5 et 7 mètres plus bas, et on voit bien les lampes qui s'envahissent. On se croirait comme en Angleterre, là, quand il y a la brume. Là. Ça va être un vrai truc. Les pompiers sont venus. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu, mais voilà, c'était plus spectaculaire qu'autre chose. D'accord, comment se faire remarquer Ouais, voilà. Et ce qui est marrant sur ce modèle-là, c'est que tu as gardé le moteur d'origine. Ouais, le moteur de mobilette, on le démarre. Ouais. Il entraîne une pompe à huile. Et dès l'instant que tout est sous pression d'huile, ils sont prêts à démarrer. Alors la manche d'air, là, elle se déboîte en 2 secondes. Hein. Et puis, c'est un bon vieux démarreur de Simca qui est mis en 36 volts plutôt qu'en 12. Donc, forcément, il va tourner beaucoup plus vite avec un système de démultiplication et qui va démarrer le turbocompresseur. Bon, les performances ont été extraordinaires, mais qu'avec du peroxyde d'hydrogène, sinon, c'était pas assez extraordinaire. C'était quand même pas très, très stable. Mais par contre, c'était une belle expérience pour apprendre. Ouais. C'est la gymnastique du cerveau, en fin de compte, ça. À chaque fois que tu sors un nouveau dragster, en fait, c'est toujours une sorte d'essai, une tentative avec laquelle tu apprends. D'accord. Bon, alors, ensuite, après celle-là. Ensuite, tu as la deuxième, voilà. l'Anachronisme 2, qui, elle, était dotée d'un moteur vraiment hybride. Pareil, donc, ce que je te disais, une partie de char d'assaut, partie d'hélicoptère. Donc, c'était pas très fiable. On a eu de bons résultats, mais c'était pas très fiable. Mais encore une fois, j'ai appris pas mal de choses. Et là, celle-là, elle était pareil, au niveau stabilité, ça pouvait le faire, mais c'était l'incertitude. C'est pour ça qu'après, on est passé aux 3 roues, où là, c'était beaucoup plus stable. Hein. Ah ouais, sinon c'était vraiment dangereux, du coup, de rester sur 2 roues? Sur 2 roues, en version longue, ça va. Il n'y a pas trop à se plaindre. Ouais. Mais quand tu as la réaction qui est au-dessus de la roue, et tu sens qu'il y a une inertie dans le moteur, ce qu'on appelle l'effet gyroscopique. Ouais. Et cet effet gyroscopique, s'il est très proche du sol, c'est comme pour un pilote, plus il se rapproche du centre de gravité, et plus le véhicule sera stable. Ouais. Et donc, si tu as quelqu'un, par exemple, qui se met debout sur ta moto, et qui va se mettre à faire ça, bah, tu vas sentir que ta moto, elle peut bouger à droite et de gauche. Et donc, quand tu as un réacteur qui passe au-dessus de la roue, avec un effet gyroscopique, tu sens que c'est pas...
Il vaut mieux rouler avec quelque chose de sain, tu vois. Ouais, Mais tu te sens en danger. Ouais. ça permettait encore une fois d'apprendre tout un tas de choses sur les inclinaisons de fourche, sur les longueurs, comment c'est stable. Oui, parce que là, par rapport à celle que tu as faite précédemment, celle-là est beaucoup plus longue. Est-ce que ça cause des contraintes techniques dues à la motorisation ou est-ce que c'est toi qui choisis la longueur parce que c'est plus stable? Alors, on fait toujours, on n'a pas la science exacte. Donc on progresse. On fait un peu plus long, et on se rend compte qu'avec la longueur, c'est mieux. Alors c'est spécial, parce que c'est un peu comme un bus. Hein, quand on commence à tourner, l'avant se déplace, mais plus l'arrière. Ah ouais. Mais c'est aussi l'avantage que quand une roue avant, elle est placée loin, quand elle dit à l'arrière, tu me suis, elle bénéficie du principe d'Archimède, c'est-à-dire du bras de levier. Donc du coup, quand la roue avant veut aller à droite ou à gauche ou rester au milieu, c'est beaucoup plus stable. Ouais, c'est sûr. Le problème de la turboréaction, c'est que dès l'instant qu'il y a un effet gyroscopique, en fusée, c'est facile, en fusée. Parce qu'en fusée, il n'y a pas d'effet gyroscopique. Donc du coup, on peut être sur un deux roues et s'envoyer en l'air à fond les gamelles, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment un autre monde. Mais tout ce qui est turbine, il y a vraiment un drôle d'effet gyroscopique. Et c'est très très fort, hein, l'effet gyroscopique. Je l'ai vécu sur celui-là en ayant déplacé le Reiter. Ouais. Et quand j'ai déplacé de 50 cm vers l'arrière, du coup, l'effet gyroscopique, il était pareil. C'est lui qui bénéficiait du bras de levier derrière l'essieu. Et du coup, le jet, il me l'emmenait pas de droite-gauche. C'est comme si tu avais un camion qui te poussait sur le côté. Ah ouais, d'accord. C'est énorme, hein, l'effet gyroscopique. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Sur des puissances comme ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ça, après, c'est tombé à l'eau, voilà, mais ça fait partie de l'histoire. Ça nous a appris plein de choses. Donc pour rester dans la lignée des anachronismes, c'est Claude Boissel qui la pilote, celle-là, qui fait toujours des tournées d'ailleurs, qui aujourd'hui a un peu évolué au niveau de la couleur et compagnie. Et donc celle-là, ça c'est toujours une mobilette, avec le moteur de la patrouille de France, c'est-à-dire les Fougas Magister. Par contre, tout ce qui est patrouille de France, la post-combustion n'existe pas. D'accord. C'est comme celui-là, par exemple, ce moteur-là, ça c'est le moteur des Alpha Jet, et c'est pareil, il n'y a pas de post-combustion. Donc ça, c'est un moteur beaucoup plus élaboré, qui est beaucoup plus performant, qui n'a rien à voir. Mais donc, pourquoi, du coup, ne pas faire ça de post-combustion? Il n'y avait pas un besoin de puissance? Parce que c'est pas le but. Je pense qu'eux, ils doivent faire des démonstrations en subsonique, pas en supersonique. Voilà, il n'y a pas la vitesse d'intérêt. Et donc, nous, on a installé la post-combustion sur cette mobilette pour justement optimiser et puis que ça soit aussi plus spectaculaire, quoi. Et du coup, ça fait des résultats pas trop mal. Donc c'est un moteur de la patrouille de France. Voilà, Fougas Magister, ancien avion de la patrouille de France. Que tu as mis sur une mobilette. Normale. Voilà, c'est ça. J'aime bien parce que c'est le truc le plus gros qu'il y avait, le plus puissant quasiment à l'époque, en propulsion, enfin en technologie, quoi, et que tu as mis sur ce qu'il y a de plus petit, une mobilette, même pas une moto, non, une mobilette. C'est rigolo. Ah bah oui, là, ça fait un sacré contraste, hein, c'est sûr, voilà. C'est sûr. J'aime bien, moi, tous les contrastes comme ça. Et donc après, tu as changé de technologie pour celle qui est au-dessus. C'est quoi la technologie sur celle-là, du coup? Alors, celle-là, c'est un peu, donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est un peu comme une bouteille de chantilly ou une bouteille de parfum. Il y a 75% du volume en eau, 25% en vapeur. Donc c'est de la vapeur surchauffée. Donc ici, il y a un trou là où on mettait le brûleur. 20 minutes plus tard, à 1000 et quelques degrés, 1200, des fois 1300, on chauffe donc un tube interne. Ce tube interne, il est composé de plein de petits tubes. C'est ce qu'on appelle un échangeur. Ensuite, après, c'est canalisé sur un carter qui vient rechauffer le dessus. Et là, il y avait les évacuations, parce que celle-là, elle est un petit peu maintenant cannibalisée. Et là... C'est une cocotte minute, quoi. C'est une cocotte minute. T'as réinventé une cocotte minute géante. Comme je te disais. Et toi, t'étais dessus. Alors, j'ai été dessus. Après, il y a eu Nicolas Finard, qui l'a très très bien piloté. Et là, il a envoyé du lourd aussi. Et voilà, quoi. Donc, j'ai jamais été le seul pilote, moi. D'accord. J'aime bien le partager avec les uns comme les autres. Donc là, c'est vraiment très, 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 très violent. Là, on arrive à
à des milliers de chevaux, mais que pendant 2 secondes, parce qu'on a accumulé une énergie. Ouais. Après, il n'y a plus rien après. C'est vraiment le concept à 100% du dragster, quoi. On est Voilà, juste sur c'est la ça. performance. Voilà. Ce que tu voulais faire avec celle-là, c'était vraiment la vitesse la plus élevée au bout de 200 mètres. Voilà, c'est ça. On a même fait 180 mètres à 298, je crois, un truc comme ça. Il faudrait revoir un peu. Comment ça se passe les courses de dragster? C'est pas n'importe quoi, il y a quand même des distances à respecter. Oui, il y a 200 et 400. Après, tu peux te faire aussi plaisir sur des codes bâtards. Tu vois, des fois, ça peut lancer des nouveaux records entre deux. Tu vois, bon, ça a le côté aussi curieux. Et puis, ça reste toujours curieux, de toute façon, le dragster. Parce qu'avant tout, le dragster, ça reste déjà la démonstration. Ah oui, c'est hyper spectaculaire. Ah, c'est sûr. Là, pour voir ça, c'est dément, quoi. Parce que déjà, quand tu vois une mobilette, par exemple, avec une catapulte de porte-avions, parce que c'est pour ça. Alors, c'est le principe de la catapulte de porte-avions, c'est-à-dire que sur un porte-avions, c'est la vapeur qui déplace un piston, qui, lui, le piston, va entraîner l'avion de chasse. Alors que là, toute cette énergie, elle est juste pour nous, sur la mobilette. Ouais. C'est pour ça qu'on peut obtenir des résultats phénoménaux, mais que pendant 2 secondes. Sinon, après, il faudrait encore augmenter la taille de la cuve, mais on n'en finirait plus, quoi. Et c'est pour ça que je te disais qu'on arrive à pas loin de 200 tonnes sur les fonds bombés, un truc comme ça, tu vois, 180 tonnes ou un truc dans ce genre-là. Quand on est à 70-80 bars, c'est tellement énorme. Hein. Et c'est pour ça que quand tu lâches cette énergie, c'est d'une violence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette arbalète là derrière, comme on avait déjà signifié à pas mal de gens, de journalistes aussi. Et cette arbalète, elle tord par le poids du pilote, au moment de l'accélération. Et de peser plusieurs tonnes. 40, ça plie là. C'est pour ça qu'il y a un harnais pour tenir ici. Donc sur l'instant T, c'est très très violent. Après, sur la vitesse finale, il faut encore affiner. D'accord. Mais bon, on a fait des démonstrations avec pendant plusieurs années. Les résultats, ils étaient déjà très bons. 300 km/h aux alentours de 2 secondes, un truc comme ça, à peine, je crois à peine. C'est pas déjà, mal. c'était pas mal. Voilà. Bon, là, tu parlais en pression et tout ça. Bon, ça parle pas forcément aux gens. L'équivalent en puissance, tu as une idée? Alors, la puissance, c'est très difficile parce que, encore une fois, comme je te disais, c'est aléatoire. Ouais. C'est toujours une petite formule entre le débit massique fois la vitesse d'éjection et puis d'autres ingrédients dedans. Et donc, on peut obtenir une puissance aléatoire. Par contre, là, en tonnes de poussée, là, on a la puissance du moteur Rafale. Et même au-dessus, en fonction de la pression. Waouh! Pendant 2 secondes. Quand on voit les performances d'un Rafale, c'est ah oui, incroyable. Oui. Mais voilà, mais c'est parce que c'est juste pendant 2 secondes. C'est parce que c'est accumulé. C'est comme un pétard, en fin de compte. On met de la poudre elle fait que de brûler. Si maintenant la poudre, on la comprime, et qu'on la recomprime encore, enfin, et qu'on empêche la poudre de brûler, en fin de compte, la combustion va s'accumuler, jusqu'à temps que les parois finissent par exploser. Ouais. Et quand elles explosent, c'est comme une dynamite, voilà, ça pète de partout. Donc là, en fin de compte, cette énergie, elle est canalisée par un tube derrière avec une vanne fabriquée maison. C'est comme une soupape, hein, mais en sens inverse. Hein. Et quand on lâche cette énergie, c'est pour ça que les gens, il y en a plus d'un qui ne peuvent pas croire à autant de puissance, mais les gens ont du mal à comprendre quelque part, peut-être qu'on leur explique mal, mais que cette puissance, elle est tellement énorme que c'est que sur 2 secondes. Ouais. C'est une énergie accumulée. C'est pas du tout pareil. Oui, parce qu'on est habitué aux véhicules plus classiques et qui, du coup, ont pas les mêmes... On a des chevaux en permanence. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait toujours la même quantité de chevaux. Alors que là, le dragster, c'est pas du tout ça, c'est éphémère, c'est juste quelques secondes. Éphémère, c'est bien bon, ouais. Ah ouais. La plupart de tes véhicules, enfin de tes mobilettes, sont des MBK. Ouais. Y a une raison particulière à ça? Bah oui, parce que quand t'as pas une thune et que t'es dans les caves de HLM, tu commences avec ta mobilette. Et puis forcément, tu finis par en tomber amoureux de ta mob. Hein, t'es passionné par MBK, voilà. 41, mais 51. Ça aurait pu très bien être les Peugeot, hein, 103, 104, tout ça. Hein. C'était aussi des très très bonnes machines. Hein. Mais voilà, c'est plus une histoire d'amour.
et puis tu continues sur ta mob, et puis tu te dis un jour, pourquoi pas... Ouais, c'est ça, en fait, c'est le côté challenge à se dire, ça reste une bob, ça reste Voilà. une bob, une 51 comme on trouve partout. Ouais. Alors que bon, on le voit, il y a des renforts de partout. Enfin, Ah oui, là, il y en a. on garde un petit peu l'esthétique, mais bon, voilà, c'est tout ce qui reste. Hein. Ah oui, parce que là, on doit faire 600 kilos, un truc comme ça. Hein. C'est très très lourd. Ce qui est lourd pour une mob. Hein. C'est tellement violent que la cuve a fait 1 cm 2, je crois, avec des renforts phénoménaux, des arcs-boutants à l'intérieur. Ouais. Et la vanne, il y a un vérin qui tire sur la vanne, et en fin de compte, tout était sur le même axe. Et là, quand on est monté très très haut en pression, ça a tellement poussé sur les matériaux que ça réussit à déformer un peu, mais largement assez, pour désaligner le vérin de la vanne, et ça a cassé l'axe. Et bien sûr, comme là, la vanne est à contre-courant, comme les saumons par exemple, quand ils remontent, hein, là, comme la vanne est à contre-courant, si jamais il arrive quoi que ce soit, elle se referme automatiquement. Il faut créer une énergie, une volonté pour que ça s'ouvre. Sinon, la loi de cette machine, elle, sans réfléchir, son but, c'est de tout refermer. D'accord. Comme ça, au niveau sécurité, c'est plus sûr, quelque part. Ok. Et voilà, comme ça, c'est la physique, en fin de compte. Nous, on est obligé d'aller contre la physique pour pouvoir se déplacer. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux comme ça. Et donc, il a fallu, après, tout remonter sur rotule pour pouvoir dire, le vérin, il mène sa vie et la vanne mène la sienne. D'accord. En fonction des dilatations, des déformations, et surtout de l'instant T. L'instant T, là, quand ça pousse réellement. C'est hyper fort. Après celle-ci, du coup, parce que là, c'est la plus puissante que tu as créée, celle-là? Alors, celle-là, oui, c'est la plus puissante. D'accord. Ouais, c'est la plus puissante. Et après celle-ci, du coup, en termes de projet, t'as eu quoi? Après, c'est fini. L'eau, j'ai arrêté parce que la pression m'inquiétait. Ouais. J'étais jamais bien. À chaque fois que je voyais la pression monter. Donc, j'ai dit, bon, après, c'était bien de savoir. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est d'apprendre. La connaissance. Et après, comme on avait fait le tour de ça, bon, bah, c'était bien de revenir vers les turbo-writers. D'accord. Voilà. Puis l'avantage du turbo-writer, c'est que ça pousse moins fort, mais par contre, ça pousse tout le temps. Ouais. Du coup, les résultats, ça n'en finit plus. Là, ça évolue. Vraiment. Alors du coup, on n'est pas que sur du 200 mètres, on peut plus cibler 400 mètres peut-être. Voilà. Là, après, on peut aller aux 400 mètres. Là, c'est pour ça que celle-là, elle était plus faite pour le 200 mètres. D'accord. Là, c'est pour ça que c'était très, très, très violent. Après, on a obtenu des vitesses encore bien supérieures sur 200 mètres. Mais là, le problème, c'est que la tête, ça déjaugeait. Et pour le pilote, c'était la déception totale. C'est-à-dire que c'est un peu... Quand tu parcours une distance, il faut que tu aies la notion du temps. Ouais. Et la notion d'une distance. Mais si tu t'endors, que le cerveau commence à déjauger, bah, c'est comme la nuit. Tu sais pas si tu as dormi 8 heures, si tu as dormi 1 heure, quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ce qui se passait après. Tellement c'est violent. Ouais, tellement que c'était violent. Donc, c'est pour ça qu'après, il valait mieux s'arrêter. Ou alors, réduire un peu la taille de la vanne pour allonger, en fin de compte, en autonomie. Ouais. Donc, mais bon, voilà. On avait vu ce qu'on voulait voir. Enfin, en tout cas, pour moi. Après, c'était bon, on pouvait passer à autre chose. T'as jamais eu d'accident grave? Quelques petits déboires, des fois, mais rien de bien méchant, quoi. Non, c'est assez stable, hein, c'est assez bien. Parce que comme ça, d'un point de vue extérieur, on s'imagine que c'est quand même quelque chose de très artisanal. On repousse à chaque fois les limites de la physique et on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des accidents, peut-être. Alors, bien sûr qu'on peut s'imaginer. Je pense que dans toute chose, il faut évoluer progressivement. C'est-à-dire un petit échec ici va nous alerter. Et on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin, Ouais, se réserver un peu de marge quand même. Ouais. Parce qu'il y en a, ça c'est des véhicules assez aboutis. Mais si tu voyais les premières images, je peux te dire que l'eau, il y en a eu des véhicules qui ressemblaient à rien du tout, où on était protégé avec des coussins de banquette, saucissonnés, tu vois, comme un rôti de porc, tu vois. Enfin, franchement, c'était comique. C'était vraiment très comique. À chaque fois, ce qui est sympa, en fait, quand tu crées un nouveau projet, ça te crée un peu d'anxiété forcément, parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. L'inconnu, c'est terrible. Et c'est ça, en fait, qui te stimule finalement dans ce parcours atypique de l'âge de 14 ans finalement actuellement. 65 piges actuellement. À 65 ans, à faire que du dragster, à chaque fois repousser les limites, c'est ça qui te stimule, qui te donne l'envie, c'est de à chaque fois essayer et jamais être dans ta zone de confort finalement. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais rencontrer des scientifiques, des mecs qui ont recherché partout sur les moteurs fusées, tous les domaines,
Et moi, si on part en conversation ensemble, mais c'est que du bonheur. Que du bonheur. Sûr. Apprendre, apprendre, apprendre. Vient le moment où on va parler du scooter, parce qu'on a parlé de mobilette. Ouais. Et là, on voit... Alors, il existe sous 2 noms, parce que c'est un scooter que je connais bien. Celui-là, je l'ai eu pendant plusieurs années. Le MBK Skyliner Et Majesty. et Majesty chez Yamaha. C'est ça. Ah. Donc le scooter, là, Oui. il a été fait, lui, pour... Alors, quand il y en avait certains sponsors qui venaient nous voir, on pouvait aller... Parce que lui aussi, tu as vu que c'est des engins qui ne sont pas faits pour des égoïstes ici. Hein. Vous savez, la plupart des engins, ils sont tous biplaces. Oui, vous aimez partager vos folies. Oui, exactement. Ouais, c'est pour ça que c'est bien que tu sois venu. Tu pourras mieux Il y en aura une parler. surprise après. Oui, alors donc, lui, tu vois, derrière, il y a une espèce d'attelage. Et bien souvent, quand on ramène les dragsters, on les ramène avec le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. On s'est dit, pourquoi pas ramener ça avec un engin un peu plus rigolo, quoi. Alors, le scooter s'y prêtait très bien. Mais en même temps, la motorisation. Donc là, on a un moteur d'hélicoptère de 530 chevaux. Donc la puissance sur arbre. Hein. Donc là, c'est différent. Là, on a une puissance qui est précise. Donc jusqu'avant ce projet-là, tu n'avais jamais essayé le moteur d'hélicoptère? Non. Pas des bouts. Des morceaux. Des morceaux arrangés d'un truc à d'un autre. C'était toujours comme ça. D'accord, donc là, moteur d'hélicoptère que tu assembles avec le reste du scooter. Alors comment tu fais la jonction entre les deux? C'est ça qui est incroyable. Comment je fais la jonction? Merde. Je te le disais que j'arrivais plus à me souvenir d'hier, alors imagine. Non, mais tu as modifié le cadre pour insérer le moteur et c'est tout. C'est après sur un essieu. Voilà, c'est donc tout, entre derrière, guillemets, voilà. De toute façon, tout ça, c'est des choses que tu visualises. Hein. Ouais. Moi, si tu veux, on était parti faire une démonstration à Annecy, et je me suis dit, ça serait bien de faire un groupe de démarrage sur un scooter, parce que c'est aussi un groupe de démarrage. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu le Skyliner, je me suis dit, oh, c'est pile poil ça. On retrouve du MBK, je dis ça comme ça, mais... Ah oui, on retrouve du MBK, bien sûr. Et donc je me suis dit, ah oui, putain, ça pourrait vraiment rentrer dedans. Alors du coup, l'avantage de la turbine, c'est qu'elle est capable de recharger 2 batteries avec cette génératrice. Les batteries sont dedans, parce que tu vois, tu as aussi le chariot de batterie qui est là. Ah ouais. C'est moins joli quand tu arrives avec. Bon, des fois, c'est plus pratique. Hein. C'est pour ça que ça dépend. On a les deux. Hein. Mais sinon, le scooter, il est capable donc d'alimenter ses batteries. C'est pour ça que lui, là, je m'assure qu'il soit bien à 0, au rouge. Hein. Et quand tu appuies sur le bouton, il est complètement autonome. Alors là, tu vois, hein. Donc là, il n'y a pas de carburant. Hein. Okay. Là, ça monte. Juste. Voilà. Là, on est monté à 10%. D'accord. Ça fait 4500 tours, un truc comme ça. Et ouais. Ça monte à 44 500, et dans le genre-là, 45 000, quoi. Entre 44 000 et 44 500 et 45 000. Donc là, on est monté à 4500 tours. Et donc, là, lui, le scooter, quand il est démarré, du coup, il peut ramener les dragsters, parce qu'il y a cet attelage. Il peut recharger les batteries et démarrer électriquement, si on en a besoin. Ouais. Mais il peut aussi démarrer pneumatiquement. Quand j'ai reconstitué toute la turbine hélicoptère, tu vois, elle est faite aux couleurs justement du dragster, ouais. Voilà, toute la manche d'air là devant, la chambre de combustion en blanc, j'ai découpé la chambre et j'ai fait un prélèvement d'air ici. Et du coup, les réacteurs, ils peuvent démarrer aussi avec de l'air. Ok. Donc voilà, ça a plusieurs fonctions. Et puis ce petit bout de sel là ici, c'est pour des fois pour le fun, pour aller chercher certains sponsors quand ils viennent nous voir sur les pistes. Ah bah c'est plus classe. C'est un côté rigolo. Ah ouais, ouais. Et ça a quoi la manette là? Alors celle-là, c'est l'accélérateur, ça. Ah d'accord. Ouais. Ouais, parce que là, si tu le démarres, tout est automatisé sur celui-là. Donc si tu le démarres, là, par exemple, si là j'appuie sur le bouton vert, là, ouais. Hop, là, ça y est, ça va démarrer, donc je mets l'allumage, et du coup, il va se stabiliser tout seul au ralenti. Okay. Et après, tu n'as plus qu'à accélérer, décélérer et t'amuser, quoi. D'accord. Presque simple. Mais c'est pas fait pour aller vite. Hein. Il y a 530 chevaux pour aller très très vite, mais il n'a pas été fait pour ça. Il a été fait plus pour le fun, hein, le côté rigolo. Vous avez jamais essayé de le pousser, celui-là ou Non, une fois, peut-être 90 à Villaroche, là-bas. Hein. Mais après, tu sais, c'est pas non plus super stable, hein, cette vitesse-là, avec le poids, avec tout. Ouais, ça bouge un peu dans tous les sens. Tu aurais pu aussi te dire, bah, après la mobilette, hop, je passe au scooter pour essayer de faire un vrai dragster avec. Là, il y a l'intention, mais il n'y a pas l'aboutissement du... Non, j'avais envie d'un truc long.
Un truc Ok. plus prétentieux, presque. Pas moi, hein. C'était pas assez. Toute modestie. Et comment tu t'es retrouvé historiquement à être ici? Parce que c'est grand, mais en même temps, on a l'impression que ça a été modifié au fur et à mesure du temps. Oui, un peu, ouais. Ouais. Bon, après, c'est avec Vincent Perrault, la vedette de télévision, Oui. on se connaissait. Ah oui. Ouais, et puis Qui était voilà, pilote, lui, lui. il connaissait la personne d'ici, et puis lui, il était propriétaire de presque toute la rue, là. Ah ouais. Ouais. Un mec super sympa. Et donc voilà, lui, bah, il avait plein de parties à vendre, et il nous a revendu une partie à moi, après une partie à, comment dire, à Bob Filler et Vincent Perrault. Bob Filler qui roulait avec la Satanic Machine, là, en Drester aussi. Uh-huh. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés ensemble Lui dans le était- quartier. Lui était que pilote ou il bidouillait Alors eux, aussi comme beaucoup d'ailleurs, c'était des engins qui venaient des États-Unis. Oui, d'accord. Ils n'étaient pas constructeurs. C'est pour ça que je te disais que les constructeurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jeff à côté, voilà, qui est à 50 km d'ici, là, un tournant. Lui, il est constructeur. Après, il y a Hervé avec sa 205, qui a mis aussi un moteur de la patrouille de France dedans, où tout est automatisé, il sort de sa voiture, ça fait des flammes et des machins. Donc lui, c'est pareil, il construit. Il y a Pierrot en Suisse, qui a fait un hot rod, avec un moteur ukrainien, avec un gros monstre de moteur, là, vraiment très très gros. Alors voilà, et puis il y avait Denis, un ami, un superbe ami qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, qui lui construisait plein de drysters dans les Vosges, à D'accord. Saint-Maurice-sur-Moselle, un super pote. Voilà, malheureusement sa passion, lui, il n'a pas pu en profiter jusqu'au bout. C'est ça qui l'a tué ou non? Non, il est décédé crise cardiaque. Donc, Ok. mais voilà, c'est un super pote. Et puis François, qui lui a construit son engin. Lui, bon, c'est lui que je te disais qui a fait 333 km/h, François Gissy, hein, sur un vélo, double fusée. Ouais. Là, c'était magnifique. Là, il fallait y aller. C'est couillu, hein. Faut être un peu dingue pour faire ça quand même. Et là, on est dans ton jus, justement, le deux roues, l'histoire du deux Ah roues. oui. Que tu dis. Ouais, c'est ça. Ça, si tu revois des vidéos, tu peux peut-être faire un petit clin d'œil. Tout à fait, ouais. C'est un super pote, enfin, c'était un super pote, ça. Je dis toujours c'est comme si il était encore là. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, difficile aussi. En ce moment, plus un pote en pilote d'hélicoptère, Michel Anglade, là, lui aussi, en ce moment, non, c'est difficile. Hein. Et bon, vous êtes quand même plusieurs, finalement, sur le territoire, pas très nombreux, vous vous connaissez tous à faire du drag. Alors, c'est un petit milieu, quoi. Voilà, c'est un petit milieu. Alors après, il y a de la passion pour le dragster. Il y a aussi la passion amicale. Il y a beaucoup de potes qui apprécient tout ce qui est fait. Et ils sont plus passionnés par l'aventure humaine que le dragster en lui-même. Et en même temps, ils aiment aussi le dragster. Mais je crois que les passions sont un peu différentes, mais ça nous amène tous au même résultat. C'est chouette, quoi. Puis consacrer toute sa vie au dragster, c'est incroyable. Ah ouais. Du coup, on va laisser le micro à Billy, qui lui va nous parler du dernier projet, qui est l'Hayabusa. Voilà. La folie, en partant d'une moto exceptionnellement célèbre, on voit partout, un projet complètement fou, quoi. Ouais.